vie en jeu pour venir. Oui, vous avez raison. Est-ce qu'il y a encore une solution ? Vous avez raison sur le diagnostic et ça va être pire dans les années à venir, c'est ce que dit Nicolas Sarkozy. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on a une bonne stratégie de politique migratoire ? Ces gens viennent parce qu'ils pensent que ça va être l'Eldorado. Moi, je pense que c'est parce que notre politique migratoire n'est pas nette. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous avez été clair sur l'abaya, les gens arrêtent de porter l'abaya à l'école. Nous, il faut être pareil. Il faut être clair sur ce qu'on veut en termes de politique migratoire. Or, on a la pire politique migratoire possible. Si vous parlez de la politique migratoire des États-Unis, on comprend avec la stratégie de la carte verte, vous comprenez la stratégie de politique migratoire au Japon, ils ferment les frontières. Nous, quelle est la politique stratégie migratoire en Union européenne ? C'est très simple en fait. Moi, j'ai résumé ça comme ça. On exporte nos bacs plus 7 aux États-Unis et dans les autres pays, et on importe des bacs moins 5 qui viennent foutre le bordel en France. Mais je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi on arrive sur ce dessus. Parce qu'en fait, on donne le message... Pardonnez-moi... On ne peut pas dire que ça. On n'importe pas que des bacs moins. Sinon. Non, mais d'abord, je ne veux pas de mépris, mais je ne serai même pas face à vous ici. Non, mais je vais expliquer. Justement, il faut arrêter de les apporter parce que leurs pays d'origine ont besoin. Je vais expliquer pourquoi en termes de faits et en termes de nom. Il n'y a pas tout le monde. Mais soyez pas trop sévères. Il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, mais quand on parle de flux et de chiffres, quand vous regardez les statistiques de l'OCDE, vous voyez que les personnes qui viennent en France et en pays d'Europe du Sud sont des personnes qui ont le moins de diplômes de tous les autres pays, à la différence du Royaume-Uni, à la différence des États-Unis, à la différence de l'Allemagne. Et pourquoi est-ce qu'on arrive sur une stratégie qui est comme ça ? Parce que vous avez déjà une politique de chômage qui est très important, un taux de chômage qui est très important sur les métiers dits sous-qualifiés. Or, vous ne pouvez pas prendre des gens qui sont sous-qualifiés et les faire venir et espérer qu'ils s'intègrent en France économiquement, socialement. Et donc, du coup, ces personnes-là, comme le dit Christophe Guilluy dans Le Temps des jours ordinaires, vont se tourner vers la délinquance. Donc, c'est tout un système qui est à peu près organisé de fait. C'est pas organisé par un système d'État, c'est pas organisé, c'est organisé de fait. Donc, c'est ça que je voulais dire. L'autre point que moi je vois, c'est que si par cas les pays d'Europe du Sud, on est tous d'accord, la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce ne veulent pas d'immigration supplémentaire, on veut de l'immigration ce qu'on appelle choisie, c'est-à-dire des médecins et des personnes qui sont ceux-là sur des métiers dits sous tension. Les pays qui veulent de la main-d'œuvre pas chère sont les pays d'Europe du Nord. Donc moi je pose deux choses. La première, c'est soit on arrive à l'Union européenne à mettre une doctrine claire sur le Dublin 2 et sur la protection des frontières, soit... Ça fait des années qu'on le dit. Non, mais soit on va y arriver plus clair, on se met d'accord avec l'Espagne et l'Italie, et le gouvernement français dit, dans ce cas-là, on laisse filer les migrants. À la fois au Royaume-Uni et en Allemagne, nous, on les laissera passer. C'est-à-dire que si par cas, vous ne voulez pas réformer, on se met d'accord avec l'Espagne et l'Italie et on laisse filer, ils peuvent partir vers le Nord et c'est votre problème. Mais comme ça, vous allez voir que l'Allemagne, les pays scandinaves vont réfléchir, vont se mettre autour de la table. Moi, je pense qu'il faut imposer un rapport de force dans l'Union européenne pour leur dire, nous ne voulons plus cette immigration. Soit on arrive à se mettre d'accord sur l'immigration qu'on veut accueillir chez nous, soit on impose un rapport de force contre les pays d'au-dessus. Mélanie, je pense, sera d'accord avec la France et l'Espagne aussi. Droit, ils vont rouvrir Cayenne rien que pour moi. Je pense que ça va être rapidement fait. Non, on a beaucoup travaillé sur l'ENM et sur les ressorts de l'ENM, sur les problèmes de la magistrature. Et en fait, le problème, c'est que les juges ont oublié qu'ils rendaient la justice au nom du peuple français. Ils n'étaient pas uniquement des juges militants et politisés. Donc moi, je me suis renseigné sur comment ça a dérivé comme ça. Il y a un prof de l'ENM qui m'a raconté qu'à chaque début de rentrée d'une promotion, il pose la question à toute sa promo, il dit du coup, qu'est-ce que vous voulez faire si vous n'étiez pas juge, si vous n'étiez pas magistrat, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier ? Je crois qu'on arrivait sur 25 à 35% qui voulaient devenir comme journaliste d'investigation à Mediapart. Donc ça donne quand même une atmosphère quand même à l'ENM et ça pose quand même question. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas qu'il y ait 30%. Ça m'étonne pas qu'il y ait 30% qui est respectable, mais qui fait état d'une couleur politique assez nette. Évidemment, donc vous avez de plus en plus de juges qui sont politisés et qui pensent qu'en fait la justice est un moyen, et ça c'est donné dans les motivations d'intégrer l'ENM, de changer la législation. Et en fait, on a des juges qui pensent qu'ils sont co-auteurs et co-participants, à la fois d'un point de vue législatif et pour changer la société. Les gens veulent faire ça. Et ça pose quand même question en termes de politique pénale. C'est-à-dire que ce n'est pas la politique pénale qui est menée par un gouvernement. C'est-à-dire que les juges peuvent contredire une politique pénale. Les juges peuvent donner, et maintenant, pour prendre parti, en 2012, quand même, ils ont quand même appelé à faire battre un président sortant qui à l'époque était Nicolas Sarkozy. Ils prennent part sur les décisions politiques et en même temps, lorsque la politique veut se mêler dans leurs affaires, ils disent indépendance de la justice. Donc il y a quand même toute une chose à revoir. Et je pense qu'Éric Dupond-Moretti, pour la première fois, donne quand même un avis qui est clair, qui est quand même pertinent, je pense, et qui va plutôt dans le bon sens. Mais et où vous êtes selon... Quand vous avez quelqu'un auquel vous apprenez que... il y a un féminicide et que la femme a demandé de l'aide à la justice, que le juge n'a pas prononcé d'ordonnance d'éloignement. Lorsque vous avez des personnes qui sont dit, voilà, vous avez 17 faits dans votre tâche, et en question, Oumar avait commis un viol à Cherbourg. Et trop souvent, ça se répète. Est-ce qu'on a vu une seule fois un juge être inquiété, un juge être mis devant ses responsabilités pour une mauvaise erreur de jugement? Que chacun puisse avoir l'orientation politique qu'il veut, c'est son choix. Mais il faut respecter deux choses. En administration, quand vous servez l'État,
vous servez l'État, vous ne servez pas vos propres intérêts, vous servez une politique qui est menée et une direction qui est menée. Et le deuxième point, c'est que vous n'êtes pas là pour vos propres intérêts, vous êtes là pour respecter la justice au nom du peuple français. Or, les Français sont très clairs dans tous les sondages. Depuis les émeutes, il y a 70% qui veulent davantage d'ordre, qui veulent davantage de justice, qui veulent davantage que les délinquants et les criminels soient mis derrière les barreaux. Et qu'est-ce que fait le syndicat de la magistrature? Qu'est-ce que fait toutes les personnes de cette tendance politique? Ils vous disent, nous on pense davantage à la réinsertion qu'à la sécurité de la société. On pense davantage à comment le délinquant va pouvoir se réinsérer dans la société qu'à la peine qu'elle a réparée à la victime. Et c'est exactement ça, parce que vous avez 30%. Et 30%, mais non, mais c'est allé au-delà. Vous avez derrière... Le principal syndicat des contrôleurs aériens, Xavier Bertrand dit, moi j'aimerais bien savoir combien ça a coûté à l'État. Un pognon dingue certainement, et pour pas que ça se multiplie et que chacun avance bien ses revendications, il dit, une loi, on sanctuarise ces moments. Le droit de grève est constitutionnel et garanti par nos principes, mais il ne donne pas le droit de foutre le bordel et d'emprisonner tout le monde et de prendre tout le monde en otage. Vous êtes en forme. Le problème essentiel... Otage, foutre le bordel. Allez-y, oui. Le problème essentiel qui est posé, c'est qu'en fait, le droit de grève permet d'exprimer une revendication, de faire un blocage et de mener un rapport de force. Seulement, vous n'êtes pas dans un rapport de force classique entre un patronat et des salariés qui seraient mécontents. Vous avez des personnes qui sont des professionnels du désordre, qui utilisent le droit de grève pour emprisonner une grande majorité de nos concitoyens et des Français. C'est-à-dire qu'ils vont emprisonner les points stratégiques, les transports publics, les transports qui permettent à chacun d'aller, la liberté d'aller et venir. Or, le droit constitutionnel précise bien que si le droit de grève est constitutionnel, il doit être mis en balance avec d'autres libertés constitutionnelles, comme celle d'aller et venir. Est-ce que votre liberté personnelle d'aller vous déplacer n'est pas plus importante que le droit de grève? Est-ce que la liberté de chacun d'aller faire ses courses, d'aller travailler, d'aller se restaurer, d'aller emmener ses enfants à la crèche, d'amener ses enfants à l'école n'est pas plus importante que le droit à certains d'emprisonner et de bloquer un pays entier? Or, si par cas, il faut soutenir certaines revendications salariales qui seraient justes parce que ça donne un certain pouvoir aux salariés, parfois de se battre contre des patrons qui, effectivement, certains d'entre eux abusent de leur pouvoir de position dominante, là, on est dans une situation inversée où c'est le droit de grève qui est utilisé pour que certains syndicats se mettent en position dominante pour bloquer les autres. S'il vous plaît, je vais au passage. Il faudrait revenir aux deux corps du roi, c'est-à-dire que le président de la République a deux corps, celui de représentant de l'État, il a son corps civil. Donc, il peut croire en n'importe quel dieu, c'est sa foi qui est personnelle. Évidemment, comme président de la République, il a un rôle particulièrement singulier. Si par cas il y croit, ça ne me dérange pas qu'il assiste à la messe. Par contre, là où moi je suis en désaccord avec France Insoumise, c'est les raisons pour lesquelles, pour moi, il ne devrait pas y aller. Et je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Jonathan. C'est-à-dire qu'en fait, on a trop de différends avec le pape François sur sa politique, sur ce qu'il incarne comme vision de l'Église catholique. Et quand même, il faut le rappeler, la France est traditionnellement considérée comme la fille aînée de l'Église, pour ne pas nous soucier de la direction que prend l'Église catholique. Et je pense qu'on a beaucoup de désaccords avec le pape François. D'une part, comme l'a rappelé Jonathan, il n'aime pas spécialement notre pays, alors qu'on a une relation particulière entre le Vatican et la France. Donc il faut quand même lui rappeler certaines valeurs fondamentales. Le deuxième point, c'est tous les discours et toutes les prises de position qu'il a tenues qui emmènent nulle part l'Église catholique dans la mauvaise direction, ces injonctions contre l'Europe, ces injonctions contre nos pays et la politique et les valeurs qu'il prône qui sont contradictoires avec notre politique gouvernementale. Est-ce qu'il doit être reçu comme un chef d'État? Évidemment, comme l'a fait François Mitterrand. Est-ce que pour autant Emmanuel Macron doit s'afficher pleinement avec lui? Moi, je ne pense pas que ce soit la bonne mesure. Voilà. Là, je comprends, mais pardonnez-moi, dans ce cas-là, vous ne recevez que vos amis avec qui vous êtes d'accord en politique étrangère. Ça ne fait pas beaucoup de monde. Non, mais vous pouvez recevoir quelqu'un et discuter avec quelqu'un sans pour autant lui faire tout état, comme c'est le cas avec le président de la République actuelle, alors qu'il y a beaucoup de désaccords diplomatiques. Et vous recevez le chef